Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minée de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je veux pas j'ai IA, you, IA, you, je veux pas j'ai IA, you, IA, you. La question minée de théorie avec notre chroniqueur star. Et puis la météo de l'IA. Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi, je peux pas, GIA, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par les Flash News et aujourd'hui j'ai exceptionnellement 4 Flash News. Je rappelle que les Flash News sont en collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Hugh et la première Flash News, je vous montre une petite vidéo sans le son. Justice et IA, une liaison dangereuse à plus d'un titre. La justice américaine vient de vivre une première qui a laissé les magistrats perplexes. Un justiciable a tenté de se faire représenter par une intelligence artificielle au tribunal, sans en informer préalablement la cour. Face à cette créature numérique, les juges n'ont pas caché leur mécontentement, fustigeant ce qu'ils ont qualifié de tromperie caractérisée. « Je n'apprécie pas qu'on me trompe », a lancé l'un des magistrats, visiblement irrité par cette entorse au protocole judiciaire. Si l'intelligence artificielle s'invite désormais partout dans notre quotidien, la justice rappelle fermement qu'elle préfère encore les avocats en chair et en os pour débattre des affaires sérieuses. Cette tentative audacieuse soulève de nombreuses questions sur l'avenir de la représentation légale. Imaginez un instant des tribunaux peuplés de robots en toge, objectant erreur système en pleine audience ou demandant une suspension pour mise à jour logicielle urgente. La technologie avance, mais la justice semble déterminée à maintenir l'humain au centre des procédures. Cette affaire marque probablement le début d'un long débat sur l'intégration des IA dans notre système judiciaire. Une chose est sûre, la prochaine fois, mieux vaut prévenir le juge avant d'envoyer son assistant virtuel plaider sa cause. Deuxième flash news, et là, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sympa. Google apprend à parler dauphin. Le National Dolphin Day a été marqué cette année par une annonce qui pourrait révolutionner notre communication avec les mammifères marins. Google vient de dévoiler Dolphin Gemma, une intelligence artificielle entraînée à comprendre et même à générer des vocalisations de dauphins. Développé en collaboration avec le Wild Dolphin Project et Georgia Tech, ce modèle de langage analyse les sifflements, les cris et les pulsations émis par nos amis à nageoires. Basé sur près de 40 ans d'enregistrement, sous-marin de dauphins tachetés de l'Atlantique, Dolphin Gemma est capable d'identifier des structures sonores et même de prédire des séquences probables dans leur communication. Plus impressionnant encore, le système fonctionne sur un simple smartphone Google déployé directement dans l'océan. Les chercheurs espèrent non seulement décoder le langage naturel des dauphins, mais aussi établir un vocabulaire partagé avec eux. Imaginez, votre prochain cours de langue étrangère pourrait être en dauphin. Le système chat permet déjà d'associer des sifflements synthétiques à des objets spécifiques, comme des algues sargasses par exemple, que ces mammifères curieux apprennent alors à demander. Google prévoit de partager Dolphin Gemma comme modèle ouvert cet été, permettant aux scientifiques du monde entier d'adapter la technologie à d'autres espèces de cétacés. Reste à savoir si les dauphins ont vraiment envie de discuter avec nous. Et là, je ne suis pas certain. Flash News numéro 3. ChatGPT joue les détectives géographiques. Alors, je vous montre un petit test que j'ai fait. Voilà, un tout petit instant. Je partage ma fenêtre tout de suite. Hop. Voilà. Donc, vous avez certainement entendu parler des possibilités de ChatGPT O3 de décrire, de retrouver des lieux d'après des photos. Donc, j'ai demandé à O3
avec une dizaine de photos, de me dire à quel endroit exactement avaient été prises ces photos. Et voici, photo par photo, ce qu'il peut reconnaître. Alors, on a la première photo a été bien reconnue, la deuxième, pas du tout. La troisième, oui, mais c'était facile. Quatrième, elle n'a pas trouvé. Le marché de la batte, c'était juste. La devanture des jardins d'Iris, ce n'est pas juste. Elle a confondu l'hôtel de ville de Bruxelles avec celui de Bruges et l'amphithéâtre de Lyon avec le Forum de Liège. La terrasse du Marais, c'était OK. Et par contre, l'auditoire, là, c'est un auditoire de Terra Lumnia du Crédit Agricole à Champagne-Mont-d'Or et l'a confondu avec le Blue Point de Liège et l'auditoire Lucien. Donc, c'est pas tout à fait précis. Hein. On a quand même voilà, quelques nuances sur le net quand même. Et en direct, je vous donne là une photo que j'ai prise à Paris. Peux-tu me dire à quel endroit exactement a été prise cette photo? Et on va voir en fait de la manière dont GPT-O3 va aller analyser la photo. Si ça ne prend pas trop longtemps, sinon on passera à la suite. Voilà, apparemment la côte Est est en train de se réveiller. Bon, on va passer à autre chose. On ne va pas attendre la fin de ça. Et on va passer à la Flash News, donc numéro 4, exceptionnellement. Kling 2.0. Oubliez Sora. Aujourd'hui. La nouvelle version de Kling, l'outil de génération de vidéos qui place la barre encore plus haut avec un réalisme déroutant. Sora d'OpenAI n'a qu'à bien se tenir. Je vous montre un film ici réalisé par l'artiste Jacopo Reale qui témoigne « Coup de foudre » est un film qui explore le lien profond entre l'art et le pouvoir de l'imagination. C'est une histoire sur la pureté des sentiments et un hommage à la timidité. Kling 2.0 permet de raconter des histoires sur les émotions humaines. Il capture les nuances cachées, sublime le silence dans une performance, valorise les regards fugaces et recrée un monde authentique et profondément humain. Je vous mettrai le lien de la vidéo en commentaire, la chute en vaut la peine, et j'aurai bientôt l'occasion de vous en reparler avec notre invité que vous connaissez déjà. Je vous en laisse la surprise, mais on parlera de Kling très très bientôt à nouveau. Alors, je piaffe après ces flash news d'impatience à l'idée de vous présenter Joël. Alors, je supprime la photo. Joël, donc, bienvenue Joël. Joël Breuveux. Nous partageons, Joël, un lourd secret, celui de nos origines, qui sont belges. Et oui, ils ne sont pas très bien gardés comme secret. Hein. Non, bon, c'est vrai qu'on le voit. Mais bon, et tous les deux, nous sommes expatriés en France, moi à Lyon, comme vous le savez, et toi, tu es à Biarritz. Enfin, à Biarritz. À Bayonne pour le barreau. Et voilà. Ok. Alors, Joël, moi, je connais ton parcours, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos éditeurs en 1 minute et demie voilà. Ok. Top chrono. Donc, je suis avocate depuis 91, 91 pour nos amis suisses et belges. Oui. Je suis expatriée en France depuis 2001 et j'ai également en parallèle depuis 2009 une activité tout à fait officielle d'artiste photographe, donc avec 2 activités parallèles. Et donc, j'ai créé un blog qui s'appelle Droit et photographie. J'ai publié de nombreux ouvrages. Celui dont on va parler, c'est le 30e, donc j'ai déjà j'ai un peu entraîné avant. Et je donne des formations, je conseille les photographes et tous les utilisateurs ou créateurs d'images dans leur statut, je leur rédige des contrats, etc. Donc voilà. Et donc j'exploite le blog qui est à l'adresse Droit et photographie, tout simplement. Ok, super. Et tu es notamment l'auteur de cet ouvrage de référence que voici. Ah, c'est lourd. Ouais, non, fais pas trop. Voilà. Alors, il s'agit d'un guide juridique sur l'intelligence artificielle et l'image. D'ailleurs, c'est le titre, hein, ouais. Guide juridique. Alors, est-ce que tu peux, bon, voilà, je vais montrer un petit peu certains contenus. Est-ce que tu peux tenter de nous résumer un petit peu cet ouvrage et ce que tu as essayé de faire passer dans l'ouvrage? Alors, résumer, ça va être dur, mais je peux en tout cas expliquer comment il est articulé. Donc, le premier chapitre, c'est essentiellement une sorte de panorama des règles qui existent, en tout cas qui existaient à fin juin 2024. Ensuite, on a le chapitre 2 dont on va parler aujourd'hui qui est consacré surtout au droit d'auteur. Là, je ne vais pas en dire plus puisqu'on va en dire un peu plus après. Ouais. Chapitre 3, c'est sur le droit à l'image, tout ce qui est deepfake notamment. Chapitre 4, là, ça parle d'un problème très spécifique, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui. Après, les questions d'éthique publicitaire, d'éthique journalistique aussi, etc. Ça, c'est chapitre 5.
6 et 7 parlent du métaverse et aussi des avancées quand même, des aides efficaces de l'IA en matière d'art, parce que heureusement, il y a aussi de temps en temps des bons côtés. Et le chapitre 8, qui est pour moi le plus important pour tout le monde, c'est l'aspect dérive totalitaire, vidéosurveillance, reconnaissance faciale, etc. Et tout ça, évidemment, au niveau juridique, mais avec énormément de notes de bas de page et de références. Et surtout, c'est écrit, comme je le fais pour tous mes livres, pour que ce soit accessible par tout le monde, en fait. C'est vraiment compréhensible. Il ne faut pas être juriste pour comprendre ça. Mes lecteurs habituels me connaissent pour ça. Effectivement, bon, je dois avouer que je n'ai pas encore tout lu, même si c'est passionnant, c'est vrai, mais je dois souligner qu'il y a beaucoup en fait d'exemples, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup vraiment, c'est hyper compréhensible, même sans avoir de base juridique, on est tout à fait à même de comprendre l'essence et les impacts justement de ces intelligences artificielles au niveau juridique. Donc, un livre qui fait référence déjà dans le domaine en France, et que je pense que tous les professionnels de l'IA et même toutes les personnes qui sont intéressées par l'IA se doivent d'avoir. Et l'avantage, on va dire, c'est comme l'IA se développe partout, moi j'ai traité du droit de tous les pays. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai été voir des sources juridiques des Émirats arabes unis ou du Qatar. Parce qu'en fait, comme ça se développe partout, ce qu'on fait ailleurs est important pour comprendre ce qui pourrait arriver ou ce qu'on devrait faire pour réguler ça en France ou dans l'Union européenne. Donc, ça s'adresse vraiment à quiconque sait lire le français, parce qu'il est écrit en français, mais à part ça, il est vraiment d'ailleurs diffusé dans toute la francophonie, pour le coup. Ok. Bah, écoute, c'est vraiment un bouquin super intéressant. On mettra évidemment les références dans les commentaires pour que vous puissiez… J'ai une petite vidéo de présentation aussi plus longue sur mon site, là, le lien que tu as, et il y a la table des matières complète qui est téléchargeable, comme ça chacun peut voir ce qu'il y a dedans. Ok. Eh bien, écoute, on transmettra tout ça évidemment dans les résumés et dans les commentaires de Je peux pas GIA. Merci beaucoup, Joël. Alors, hop, petite bannière un peu, voilà. Joël, je t'ai fait monter avant la démo dans un but bien précis. Alors, je vais reprendre. Je vais vous partager à nouveau mon écran et je vais également… Ouais, et attention, parce que je pourrais être encore plus critique que la juge américaine de ta première flash news. C'est vrai. N'oublie jamais que moi, je vois ça sous l'angle du droit et en plus, je suis photographe. Donc, la protection des droits des créateurs, c'est aussi mon leitmotiv au départ. Donc, les aspects techniques et amusants au niveau technique, c'est une chose, mais il y a quand même de l'encadrement juridique à faire. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on avait encore ce lien-là avec la justice. J'avais même pas pensé, tiens, et c'est vrai que j'y ai pensé quand j'ai dit la Flash News. Tiens, c'est vrai, en plus, Joël est avocate, donc elle va certainement avoir une petite opinion sur ce qui se passe là aux États-Unis. Et j'avais pas tort. Alors, je vous partage tout de suite mon écran à nouveau avec un nouveau chat. Et je vais… Alors, Joël? Oui. Je t'ai monté avant les mots parce que justement, moi, je vais un petit peu jouer avec la frontière du droit d'auteur. Et tu nous diras après coup ce qui est bien ou pas bien et en quoi les droits d'auteur peuvent être respectés ou non dans ce que je vais faire. OK pour toi? Attention, ça va cogner. D'accord. Mais après, tu ne vas pas me dénoncer. Hein? Non, non, je ne dénonce rien du tout, mais je veux informer et instruire. Enfin, oui. Bien sûr. Alors, voilà. On est parti. Je vous partage. C'est bon, voilà. Eh bien, ChatGPT, comment est-ce que tu peux m'aider? Et je vais faire quelque chose que vous avez déjà peut-être fait, et qui, en tout cas, c'est une trend, en fait, une tendance, c'est, voilà, générer une image photoréaliste d'un journaliste de guerre version Ghibli. Donc, pour ceux qui connaissent les studios Ghibli, ce sont des studios japonais de manga dirigés par Miyazaki et qui ont un style très particulier. Et Miyazaki, qui d'ailleurs s'était beaucoup exprimé contre l'IA il y a quelques années. Absolument, absolument, mais au vu de… C'est pour ça que ça fait polémique. D'ailleurs, avant qu'on aille dans ton exemple, sache qu'apparemment, OpenAI envisage d'interdire cette utilisation précise au Japon depuis que la polémique est née. Ok. Voilà. Alors, création de l'image, cette opération peut prendre du temps. Vous allez voir, on va avoir ce journaliste de guerre. Donc, vous voyez, avec un prompt très très simple, hein, même une ligne, générer une image photoréaliste d'un journaliste de guerre version Ghibli. Eh bien, on va avoir un journaliste de guerre dans un contexte de guerre.
Eh bien, là, je suis content parce que, et c'est peut-être dû aussi à Miyazaki, mais apparemment, le journaliste serait une journaliste, enfin, quoique la figure est un petit peu androgyne, mais en fait, on pense plutôt à une journaliste féminine. Donc ça, c'est pas mal. Donc on respecte, et vous voyez que le personnage est dans un style qui est bien caractéristique du style de Miyazaki. Alors ça, c'était une chose que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Et là, et c'est quelque chose qui m'est arrivé en fait, j'ai eu, je suis sur 4.0, j'ai eu des déboires avec ChatGPT parce que j'utilisais dans un premier temps ChatGPT pour créer les images que vous pouvez voir derrière qui sont en fond de Je peux pas GIA. Et ces images, en fait, ont été générées par ChatGPT 4.4o avec des descriptions des personnes, pas des photos, mais des descriptions. Et à partir d'un moment, GPT-4 a refusé, en fait, et ça fait écho aussi avec ce dont tu parlais, Joël, qu'à certains moments, OpenAI peut changer les comportements de ChatGPT ou d'autres modèles. Et là, je ne pouvais plus générer des images avec des descriptions de personnes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai posé une question à ChatGPT. Donc, j'ai chargé ici, hop, dans le 19, je charge une photo, et puis je lui demande de me générer le prompt pour me permettre de régénérer cette image dans un autre outil de génération d'images IA, et en l'occurrence Flux 1.1 qui est celui que j'utilise. Et voici donc le prompt détaillé. En anglais pour une meilleure compatibilité, je vais derrière le copier et le coller dans... Voilà, OK. Donc, je copie ici ce prompt et je vais le copier et le corriger légèrement aussi, vous allez voir. Voilà. Parce que, comme à l'époque, la génération, c'était Dali en fait, qui avait généré mes photos, mes images. Comme Dali traitait très très mal le texte, Je peux pas GIA était devenu Je sens pas GIA. Donc ici, on va remettre Je peux pas GIA et on va demander à, voilà, en 16.9 widescreen, on va demander à Flux de nous faire une image et on va lui demander, OK, c'est le 1.1, on est d'accord. Voilà, c'est parti. Et dans la configuration, je demande toujours 4 images, Flux. Et voilà. Et donc, on a une image qui est quand même fort proche de celle que j'ai soumise à ChatGPT. Vous voyez l'image, hein, ici. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire le prompt pour régénérer cette image-là dans un autre outil. Et voilà les images que j'obtiens, qui sont très, très similaires, même si ici, on n'a pas non plus une bonne gestion du texte, ce qui est surprenant parce qu'en général, Flux donne de meilleures réponses à ce niveau-là. Et là aussi, on va te faire intervenir, Joël, parce que j'ai demandé Pixar Style. Donc, où tu as vu qu'à un moment, j'ai cité les studios Ghibli. Et là, j'ai dit Pixar. Je peux aussi, en fait, modifier mon texte ici et demander, hop, Pixar Miss Disney, donc Pixar Disney. Je pourrais mettre, voilà, Ghibli, pourquoi pas. Voilà, et générer la même chose, mais dans le style Ghibli. Est-ce que ça va fonctionner dans Flux? Bon, non. C'est pas très différent. Non, absolument pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Tu sais, peut-être que Flux a déjà bloqué cette requête-là. Hein. C'est absolument possible. Parce que vu l'importance que prend cette polémique partout, et on va parler de droit après, mais vu l'importance que prend cette polémique partout, certaines IA se rendent compte que s'ils vont trop à l'encontre des polémiques justement et des protestations qui se font jour partout, ils vont aussi perdre des clients. Et avant même de respecter le droit d'auteur, je crois que c'est malheureusement pour eux la première préoccupation, c'est de ne pas perdre trop de monde en fait. Ouais. Alors que je préférerais qu'ils se préoccupent plutôt du droit d'auteur, mais bon. Ouais, je pense qu'en fait, j'aurais plus de chance en fait en demandant
quelque chose de tout à fait nouveau. Repartir sur un nouveau prompt. Voilà, donc ici. Je vais repartir sur Ghibli. On va refaire un test avec Ghibli. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas du tout Ghibli. Non. Ok, on reste en Pixar. Ok. Bon, voilà pour la démo. Et maintenant, on va passer à la question de la semaine, en fait. Et la question de la semaine, elle va aussi te concerner, Joël. Je montre tout de suite le post que j'ai publié lundi. Et la question était la suivante. Voilà. Les images générées avec l'IA sont-elles soumises au droit d'auteur? À votre avis, quand vous générez une image avec un outil comme ChatGPT, Flux 1.1, Leonardo, Midjourney, etc., l'image est-elle soumise au droit d'auteur? Et voici les réponses. Oui, toujours 7%. Oui, si je demande un style, 2%. Le jour où on fera des sondages avec du droit, ça c'est... Non, jamais 20%. Et j'en ai aucune idée, 38%. Donc 38% sont très honnêtes et disent qu'ils n'ont jamais une idée. Qui n'en ont aucune idée. Maintenant, ce que j'ai fait, Joël, en citant des marques comme Ghibli ou comme Pixar, est-ce que ça respecte le droit d'auteur ou non? Alors, en fait, il faut diviser ton problème en deux, parce qu'il y a deux aspects. Il y a d'une part l'éventuelle violation des droits d'auteur en amont de l'utilisation de l'utilisation que tu as faite toi, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, le fait pour l'IA d'avoir intégré des images en quantité du studio Ghibli, Pixar et autres, et en fait des milliards d'images dans ces bases de données pour apprendre, est-ce que c'est en soi déjà une contrefaçon? Et rien que là-dessus, je vais te montrer après un écran, tu vas voir une mind map que j'ai faite, il y a des dizaines de procédures qui sont déjà en cours, notamment New York Times contre OpenAI, etc., pour savoir si déjà le seul fait d'intégrer des œuvres dans la base d'apprentissage est ou non une contrefaçon. D'accord? Ça, c'est une chose. Et on a pour l'instant en Europe un seul jugement qui est en Allemagne, qui n'est pas bon pour les auteurs et qui admet que le fait justement d'utiliser ces œuvres préexistantes dans la base d'entraînement fait partie de ce qu'on appelle l'exception de fouille de texte et de données, c'est-à-dire une exception qui a été intégrée dans le droit européen de propriété intellectuelle en 2016 puis en 2019, précisément pour ouvrir la voie aux IA. D'accord? Mais Oui. c'est pas fini. Je veux dire, le litige, les polémiques à ce niveau-là sont pas finies. Mais pour moi, il y a d'autres jugements qui sont rendus. Et après, pour moi, on a la phase aval, c'est-à-dire à partir du moment où toi, tu utilises l'IA pour créer, comme tu viens de faire, une image à la façon de Ghibli, Oui. eh bien, tu as deux questions à te poser. La première question, est-ce que tu peux le faire vis-à-vis de M. Miyazaki? Là, de nouveau, il y a deux réponses possibles. En droit, si on se contente juste du droit d'auteur en tant que tel, le fait de copier un style n'est pas en soi une contrefaçon. Par contre, donc ça veut dire que quand tu dis je veux créer une image façon Ghibli, façon Miyazaki, façon Pixar, tout ce que tu veux, c'est pas en soi une infraction. Un style n'est pas en soi protégeable. Par contre, deux choses. Soit tu demandes exactement de refaire la même photo ou le même dessin que dans une œuvre préexistante de Miyazaki. Dans ce cas-là, il y a contrefaçon parce que tu as voulu copier quelque chose qui existe déjà. D'accord? Dans ton exemple, toi, tu es parti d'un tableau vierge en disant je veux un reporter de guerre façon Ghibli. Il a créé l'image. Alors, le truc, c'est que pour être sûr qu'il n'y ait pas de contrefaçon, il faudrait être sûr que Miyazaki n'a jamais fait exactement la même. Oui. Et ça, tu n'en es pas sûr. Mais par exemple, ce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux, ce sont des gens qui mettaient une photo et qui demandaient à ChatGPT de refaire en fait leur image façon Ghibli. Donc ça, justement, donc on va dire que là, de nouveau, il y a plein d'angles possibles. Juste le fait de prendre une image, une photo d'eux par exemple, et de se refaire le portrait, un autoportrait façon Ghibli à partir de l'image, en soi, c'est pas une contrefaçon puisqu'on copie un style. Ça, ok. Attention par contre à la contrefaçon vis-à-vis de l'auteur du portrait au départ. Si tu vas chercher un portrait du studio Harcourt et que tu demandes d'en faire un portrait façon Ghibli,
Il n'y a peut-être pas contrefaçon directe vis-à-vis de Ghibli, mais par contre, il y en a une vis-à-vis de Harcourt. L'autre problème aussi, c'est qu'il ne faut pas raisonner uniquement en termes de droit d'auteur. Si toi, tu bases, par exemple, toute l'illustration d'un ouvrage que tu es en train de préparer sur des photos ou des œuvres préexistantes et que tu modifies façon Ghibli, d'accord? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que, d'une part, les auteurs des œuvres préexistantes, comme je viens de le dire avec Harcourt, peuvent t'attaquer parce que tu as modifié leurs œuvres. Et d'autre part, Miyazaki pourrait attaquer non plus sur le plan du droit d'auteur, mais sur le plan de ce qu'on appelle le parasitisme économique. C'est-à-dire que toi, pour créer de la valeur économique, l'illustration de ton ouvrage dans mon exemple, tu vas profiter des investissements, de la compétence et du talent d'un autre acteur de la vie économique, Miyazaki et son studio, pour, les termes utilisés par la loi, c'est pour te créer un avantage sans bourse déliée. Vieille formulation, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu vas puiser dans leur renommée, en plus, et tu vas puiser dans leur savoir-faire pour que, via un outil qui est l'IA, mais qui n'est qu'un outil dans ce cas-là, tu crées des visuels qui vont t'enrichir directement ou indirectement au détriment de celui grâce auquel ils ont été créés. Et donc, il ne faut pas uniquement raisonner en termes de droit d'auteur, il faut aussi penser à cet aspect de parasitisme économique qui, dans un cas d'utilisation à des fins lucratives, et ça peut être indirect, ça peut être juste tes images ou tes visuels pour illustrer tes vidéos, ou ça peut être des cartes postales que tu voudrais vendre, un ouvrage, etc. Et à partir de là, tu as potentiellement des problèmes. Et après, l'autre question qui se pose, toujours donc en aval de l'utilisation, c'est-à-dire avec les visuels que toi, tu vas créer, est-ce que toi, tu as des visuels sur ces images? Ça, c'est une autre question. Pardon, est-ce que toi, tu as un droit d'auteur sur ces images? Ça, c'est une autre question. Et regarde, est-ce que je peux partager un écran? Oui, bien sûr. Alors, attends, je regarde comment faire. Voilà, partager l'écran, c'est où? Non, désolé, j'arrive pas à le faire. J'ai ouvert un écran derrière, mais je ne sais pas comment, dans StreamYard, je ne sais pas comment on fait pour le partager. Ah non, mais je sais pas si toi, en tant qu'invité, tu peux vraiment le partager parce que tu es invité, en fait. Ah bon, ok, bon, bah tant pis. Donc, en fait, si tu veux, j'ai fait une grande mind map avec, je prends comme niveau 0 le moment où toi ou moi, on utilise l'IA générative, d'accord? Et en amont, on a tout ce problème de est-ce que faire manger des milliards d'œuvres par l'IA pour s'entraîner est ou non une contrefaçon? Ça, c'est en fait, c'est la première moitié de mon chapitre 2 dans mon bouquin, et avec cette exception de fouille de texte et de données, etc. Voilà, et il y a déjà plein de jugements, enfin de procédures qui sont en cours, avec ce jugement en Allemagne dont j'ai parlé, contre lesquels il y a un appel qui est en cours aussi. Et après, en aval, c'est-à-dire quand toi, tu viens de créer ton reporter de guerre, par exemple, est-ce que oui ou non, toi, tu as un droit d'auteur sur cette image? Eh bien là, indépendamment, enfin pas indépendamment, en fait, normalement, il faudrait d'abord régler la première question avant de régler l'aval. On ne peut pas te donner des droits à toi si, en amont, il y a déjà une contrefaçon. Mais si on fait abstraction de ça pendant 10 minutes, le seul fait d'avoir utilisé l'IA et le seul fait de créer une image ne te rend pas automatiquement titulaire de droit d'auteur. Parce que comme dans n'importe quelle procédure de droit d'auteur en France, en Belgique et dans la plupart des pays, les juges vont exiger que tu démontres l'originalité de ton œuvre. C'est-à-dire en quoi tu as apporté l'empreinte de ta personnalité dans l'œuvre en question. Et ça va être très compliqué si, après avoir juste mis un prompt, tu t'es contenté de la première image que tu as donnée au OpenAI ou ChatGPT. Parce que tu n'as rien fait d'autre que récupérer ce que lui t'a créé. Donc, sur un cas comme ça, si maintenant, moi, je te pique l'image que tu viens de créer pour m'en servir ailleurs, n'essaye même pas de venir me reprocher une contrefaçon, parce que je te dirais, oui, mais elle est où ton originalité? Elle est où la marque de ta personnalité? Parce que tout ce que tu as fait, c'est d'écrire une phrase. Et donc, il y a aussi des tas de procédures qui ont lieu aux États-Unis, en Chine, et il y en a en Italie, etc., pour savoir si oui ou non des contenus, hein, ça peut être aussi des textes, mais moi je m'occupe des images, si des images qui ont été créées en totalité ou partiellement à l'aide de l'IA sont ou non protégeables par le droit d'auteur. Et c'est loin d'être évident, parce que par exemple le Copyright Office aux États-Unis refuse par principe toute protection. Ce qu'il peut faire, par exemple, c'est quand il y a eu plusieurs affaires, on pourrait en reparler à l'occasion sur d'autres sujets, mais il peut, par exemple, considérer qu'une artiste qui s'appelle Kashtanova ou Krashtanova, je ne sais plus exactement, qui a illustré un de ses textes avec des visuels créés avec l'IA, eh bien, le Copyright Office a accepté le droit d'auteur pour les textes, mais pas pour les images, parce que c'était créé avec l'IA.
Ok. Alors, écoute, Joël, parce que le temps presse, là, il est déjà à Oui. 12h29. On avait prévu ta chronique aussi, mais en fait, je pense que tu l'as Et en fait, faite. je viens de la faire, Eh oui. de fait. Ouais, la transition s'est faite directement à la question de la semaine sur la chronique et c'était super intéressant. Je pense que les commentaires le montrent, vous êtes super intéressés par le sujet. Donc, je pense que Joël, tu reviendras évidemment. Je rappelle évidemment ton bouquin et absolument, c'est un bouquin essentiel pour tous les pros ou toutes les personnes qui font appel à l'intelligence artificielle et qui se posent des questions. Et puis, le chapitre 8, je disais, ça intéresse tout le monde. Hein, si vous n'avez pas envie de vous faire filmer H24 en rue et qu'on sache exactement tout ce que vous faites avec votre argent à l'aide de monnaie digitale de banque centrale, c'est aussi là qu'il faut aller. Ouais. Donc, si vous posez le genre de questions que j'ai posées lundi sur LinkedIn, eh bien, toutes les réponses à vos questions sur les questions juridiques que vous posez sur l'IA, droit d'auteur, etc., les réponses sont dans ce bouquin. Merci beaucoup, Joël. Avec Alors, plaisir, Joël, merci à je toi. te dis, tu restes avec moi pour la météo? Ok. Ok, j'espère qu'elle sera meilleure qu'à Lyon hier, parce que je suis allé courir hier dans les rues de Lyon. J'étais rincé, c'est très agréable. On m'a dit, viens dans le sud, il fait beau. Je ne sais pas si c'est la même chose à Biarritz, mais ici, c'est pas vrai. Là, pour l'instant, c'est un peu froid aussi. Ah, ben voilà. Alors, je vais vous parler maintenant. Donc, on va passer à la météo des IA. La météo des IA, c'est quoi? Il y a un chiffre, en fait, et ce chiffre, c'est 700 000. Pourquoi 700 000? Où est mon écran? Au secours, le voilà. 700 000. C'est suite à l'analyse de 700 000 conversations que les chercheurs d'Anthropic ont cartographié pour la première fois l'univers des valeurs exprimées par Claude dans ses interactions quotidiennes. Cette étude révèle que l'IA manifeste 3307 valeurs uniques, classées en 5 grandes catégories. Si l'aide, 23,54%, et le professionnalisme, 22,9%, dominent globalement, Claude adapte remarquablement ses valeurs selon le contexte, limite saine en conseil relationnel, autonomie humaine dans les discussions éthiques. Plus surprenant encore, l'assistant reflète souvent les valeurs positives des utilisateurs tout en résistant fermement aux valeurs problématiques comme le nihilisme moral. Cette cartographie inédite démontre comment les principes fondamentaux d'Anthropic se traduisent concrètement dans les conversations de tous les jours. Voilà, il me reste maintenant à vous remercier d'abord pour votre présence, bien entendu, à remercier Joël pour son intervention. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bravo pour cette chronique qui a été hyper instructive et que je pense sera revue très souvent dans le replay. On se revoit bientôt, Joël. Oui. Et moi, je vous dis à jeudi prochain et bon appétit, les boss. Et jeudi prochain à midi, je peux pas, j'ai IA. À bientôt. À bientôt. Je peux pas, j'ai IA.